journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité dès ces journaux. Le président congolais, président d'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part ce mardi à la prestation de serment du nouveau président zambien, Hakainde Hichilema. La MOUCA présentera le vendredi 3 septembre prochain au CEPAS sa proposition de calendrier électoral pour les élections de 2023 et sera présentée à la communauté estudiantine au collège Boboto. Les agents de la radio-télévision nationale congolaise ont déclenché une grève ce mardi 24 août, notamment à Kinshasa et dans le Haut-Katanga. Ce mouvement est lancé après l'expiration du préavis de grève émis par l'intersyndicale de ces médias publics qui courait depuis le 16 août. Après les titres, place au développement. Mesdames et messieurs, bienvenue. Félix Tshisekedi est à Lusaka, en Zambie, où il a participé ce mardi 24 août, en tant que président de la RDC, président d'exercice de l'Union africaine, à la prestation de serment du nouveau président zambien Hakainde Hichilema. Âgé de 59 ans, cet ancien opposant a très largement remporté à l'élection présidentielle face au président sortant Edgar Lungu. Je suis Kalamba pour le détail. C'est dans ce stade Omnisport Euro Stadium de Lusaka en Zambie que le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et président en exercice de l'Union africaine, a pris part ce mardi à la cérémonie de passation du pouvoir entre Hakainde Hichilema, président entrant, et Edgar Lungu, président sortant. Un jour avant cette prestation de serment, Serge Tshibango, mandataire spécial du chef de l'État, et Claude Ibalanki, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, ont été reçus lundi à Lusaka par Hakainde Hichilema, nouveau président élu de la Zambie. La délégation de la RDC a précédé le chef de l'État Félix Tshisekedi en terre zambienne. Notez que c'est après 6 tentatives que Hakainde Hichilema est élu président de la République. Âgé de 59 ans, Hichilema était reconnu comme étant l'homme fort de l'opposition zambienne. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, a conféré ce mardi 24 août dans son cabinet de travail avec le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, Tomi Tambwe Ushindi. Cette rencontre tombe à point nommé au moment où 2 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri, sont en état de siège. À suivre. Notre visite s'inscrit dans le cadre normal pour échanger avec tous les membres du comité de pilotage du programme, avoir leurs avis et orientations, parce que c'est ça la mission même du comité de pilotage. Nous avons échangé et nous sommes très satisfaits parce que le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières joue un rôle capital, est un pilier important pour la réussite du programme. Et nous sommes contents parce que il s'est mis à notre disposition. Il a dit que tout ce que nous avons besoin, il est disposé pour nous apporter sa contribution. Ouais, nous sommes un programme qui a été mis en place en priorité pour accompagner effectivement l'état de siège. Il y a des choses que le militaire, l'armée, dans les opérations, ne peut pas faire. Donc nous sommes là pour accompagner, d'autant plus que nous avons des segments qui constituent le programme. Nous disons ici, après les opérations militaires, il y a maintenant le travail des armements, des mobilisations, de la réinsertion des ex-combattants dans la vie civile
et non pas dans l'armée et au sein de leur communauté. Ça, c'est le premier segment. Le deuxième segment d'accompagnement de l'état de siège, c'est effectivement le relèvement communautaire. C'est-à-dire, ici, en synergie avec les autres ministères, les autres services, voir exactement quels sont les besoins de base de la population et apporter un appui significatif. Juste après les patrons de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Daniel Asselo a accordé une audience à l'ambassadeur japonais accrédité en RDC, Hiro Minami, une visite qui s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre la RDC et le Royaume du Japon. Une audience a été accordée à l'ambassadeur japonais accrédité en République démocratique du Congo, Hiro Minami, par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Kito. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre le Royaume du Japon et la République démocratique du Congo. Le Japon est un ami, c'est pour ça que j'aimerais passer chez le vice-premier ministre de temps en temps pour parler des choses qui concernent le Japon aussi le Congo. Surtout, le vice-premier ministre, ministre Okito, est en charge de la sécurité dans ce pays-là, qui est le souci numéro un des hommes d'affaires japonais et internationaux. C'est pour ça que je suis venu ici. D'ailleurs, présenté au ministre Okito, à mon copain qui est venu du Japon. Il est allé la semaine dernière à Goma. Donc, il a expliqué au ministre la situation actuelle à Goma, surtout dans le camp des réfugiés après l'éruption volcanique. Voilà. Notez par ailleurs que les deux personnalités ont évoqué dans leurs échanges les questions liées à la formation des policiers à travers l'agence japonaise des coopérations internationales JICA, en sigle. La JICA est le premier partenaire de la police, de la formation de police. On a pas mal d'experts qui l'avaient envoyé par la JICA. Et je pense que dans les semaines qui viennent, cette fois-ci, c'est une dame, une experte une experte de JICA viendra aider les policiers de base à se former grâce à la logistique japonaise. Je le disais en titre, Lamuka promet de dévoiler sa proposition de calendrier électoral le 3 septembre prochain. La même proposition sera présentée aux étudiants une semaine après au centre culturel Boboto situé dans les collèges qui portent le même nom. C'est Maître Blanchard Mongomba, porte-parole d'Adolphe Muzito, coordonnateur de la coalition Lamuka, qui l'a annoncé à la presse ce mardi 24 août en présence des membres du présidium de cette plateforme, à savoir Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Suivez. Le problème lié à la composition de la Commission électorale nationale indépendante CENI se trouve encore au niveau des textes et non des individus. C'est ce qu'a déclaré Martin Fayulu lors d'une conférence de presse animée ce mardi 24 août à Kinshasa par le présidium de Lamuka dont il est membre. En outre, le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID récuse notamment les dispositions de la loi sur la CENI qui octroie 6 sièges à la majorité contre seulement 4 à l'opposition. Au cours de la même conférence de presse, la plateforme Lamuka a promis de dévoiler sa proposition de calendrier électoral le 3 septembre prochain. La même proposition sera présentée aux étudiants une semaine après au centre culturel Boboto, situé dans le collège qui porte les mêmes noms. C'est Blanchard Mongomba, porte-parole d'Adolphe Muzito, coordonnateur de Lamuka, qui l'a annoncé à la presse ce même mardi en présence de membres du présidium de cette plateforme, à savoir Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Le communiqué du présidium de Lamuka, lu par Maître Blanchard Mongomba, révèle également qu'une marche de protestation sera organisée le 15 septembre 2021 contre tout glissement électoral. À travers cette marche, la plateforme Lamuka s'opposera également à une commission électorale nationale indépendante politisée.
Dans l'actualité également, les agents de la radio-télévision nationale congolaise RTNC sont en grève depuis la matinée de ce mardi 24 août, ce après expiration du préavis de 6 jours précédemment émis par l'intersyndicale le 16 août. La grille de programme de ce média en ligne, média plutôt public, est perturbée sur les antennes de la radio et de la télévision. Aucune édition du journal ni l'habituelle animation matinale. Sophia Zaorati, Généraux de Sengo, était sur place pour faire les constats. Habillés en noir, les syndicalistes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC ont finalement déclenché la grève définitive ce mardi 24 août 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Selon eux, rien n'a évolué du côté des autorités compétentes depuis qu'ils avaient lancé le préavis. Des chiffons humains qu'on a exploités, qu'on a sucés, maintenant on les rejette dans une chambre à gaz. Et nous avons vu que trop c'est trop, il faut revendiquer les droits de ces travailleurs. Nous avons posé les problèmes, personne, à l'interface, il n'y a personne qui a réagi. De toutes les autorités du pays. Parce que je vous dis, toutes les autorités nous ont lus. Ils nous ont lus et ils ont croisé les bras. Les personnels du média public congolais ne peuvent pas reprendre le travail jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Effectivement, va continuer jusqu'à ce qu'une solution sera trouvée. S'il n'y a pas de solution, nous allons continuer. Nous demandons aux autorités de nous trouver une solution. D'autres demandent l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour arrêter la grève. Notre regard est tourné vers le chef de l'État et le Premier ministre. Il n'y a que deux seuls qui peuvent nous aider. Nous réclamons notre salaire. C'est que l'enveloppe de l'ETNC, on nous prenait 11 milliards, qu'on nous retourne dès maintenant et aussi revoir notre salaire. Nous sommes mal payés, nous sommes sous-payés. Notez que c'est depuis le lundi 16 août 2021 qu'un préavis de grève à la RTNC a été annoncé par l'intersyndicale. Dans un autre chapitre, la République démocratique du Congo et la Russie veulent développer une nouvelle coopération dans les domaines sanitaires. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention de la RDC, le docteur Jean-Jacques Mbungani, et l'ambassadeur de Russie en RDC, Alexei Santebov, ont échangé le lundi 23 août à Kinshasa. Au menu de leurs échanges, les perspectives de coopération entre la RDC et la Russie dans les domaines de la santé. On écoute l'ambassadeur de la Russie en RDC. On a discuté avec son Excellence, Monsieur le Ministre, les perspectives de la coopération entre la Fédération de Russie et la RDC dans le domaine de santé, surtout pour la prévention des maladies contagieuses. On a discuté les projets à réaliser et j'ai informé son Excellence, Monsieur le Ministre, de la livraison par mon pays des laboratoires mobiles ainsi que d'équipements et des matériels destinés à être utilisés ici en RDC, et on prépare à la cérémonie de la remise de ce don-là à la RDC. Oui, moi j'ai vu beaucoup d'intérêt de la part du ministère de la Santé pour coopérer avec mon pays qui a une expérience solide dans le domaine de la prévention des maladies. Dans son combat habituel d'instaurer une gestion saine de la chose publique, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chéribin Okende, était le lundi 23 août face aux agents et cadres de la Société commerciale des transports et ports ex-Onatra au Beach Ngobila à Kinshasa pour une mise au point. Suivez cet élément d'Edouard Funda. Cet échange a eu lieu dans le cadre du dialogue social que Chéribin Okende a institué depuis son arrivée à la tête du ministère. Saisissant cette occasion pour répondre aux préoccupations soulevées depuis un temps par des agents et cadres de la SCTP, notamment sur la redevance logistique terrestre dont une partie des fonds a été utilisée pour financer le paiement des cotisations de la RDC à l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à MOAC, et à l'organisation des assises de la 8e réunion des ministres, ainsi que la 15e assemblée générale de cette organisation à Kinshasa, le ministre s'est exprimé en ce terme. Donc, essayez un peu de recentrer votre analyse,
vous verrez qu'il y a l'essentiel, mais très souvent vous allez à côté de l'essentiel. Je vous ai demandé et j'ai écrit, après avoir reçu le conseil d'administration, j'ai écrit officiellement pour confirmer les entretiens que nous avons eus. J'attends, parce que c'est la SCTP qui engage. Vous avez même parlé de monopole. La SCTP est mieux placée pour connaître quel engagement elle a pris avec tel ou tel autre partenaire. Il ne faut pas se cacher. Il faut dire, vous aurez peut-être raison de dire, on a négocié dans des circonstances obscures, ceci en me donnant ces éléments-là. Je vous ai suivi, mais j'aurais bien voulu, en tant qu'administrateur responsable, vous auriez aidé la SCTP en dégageant un peu tous ces fonds dissipés du fonds maritime. Vous ne dites rien. Je n'accuse personne, mais je veux que la traçabilité des choses soit faite. Si et seulement si vous voulez aider la SCTP d'aller de l'avant. Et a été désinformé, certains agents relèvent que les vrais coupables de détournement se retrouvent plutôt parmi les dirigeants de la SCTP. C'était une importante réunion sur la survie de l'entreprise. La spoliation des biens de la société, mais la complicité d'abord au niveau interne. Plus de 185 villas spoliées. Quand vous prenez Prince de Liège, à Gombe, après l'église catholique à terme des pactes immobiliers, c'est l'ex-Onatra. Mais nous sommes victimes. Qui sont ces spoliateurs? Il a pris bonne note et à nous de faire le suivi. Je crois que la meilleure suivi pour nous, nous allons dans les jours qui viennent mobiliser les travailleurs parce que même les ministres étaient clairs. Donc nous devons veiller pour sauver cette entreprise. Et nous, ce qui nous intéresse, nous en tant que syndicalistes, nous allons veiller et demander à tous les travailleurs de commencer à se mobiliser. Autre révélation, le Fonds maritime régional, une autre redevance de l'État estimée à 8 millions de dollars que gère la SCTP est à ce jour vidée par les dirigeants de cette entreprise. Après échange, le ministre des Transports ainsi que les agents et cadres de la SCTP ont décidé de focaliser désormais l'attention sur la relance de la modernisation de cette entreprise présente dans 17 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. Dans un autre sujet, renforcement de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, à l'initiative du Front de promotion de l'industrie FPI, la Société nationale de la pisciculture et des biologies aquatiques de l'armée égyptienne est dans nos murs. Cette branche de l'armée égyptienne voudrait développer des unités aquacool en RDC avec bien entendu l'assistance du génie militaire des forces armées de la RDC afin de structurer des études de faisabilité. La délégation mixte composée des experts aquacool de l'armée égyptienne, des FARDC et du FPI est en prospection sur le terrain depuis le lundi 23 août. Suivant les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans la matérialisation et l'opérationnalisation des contacts entrepris au Caire en République arabe d'Égypte, l'actuel management du Fonds de promotion de l'industrie piloté par le directeur général intérimaire Jean-Claude Kalenga Makonga reçoit une équipe d'experts de la Société nationale de la pisciculture et des biologies aquatiques de l'armée égyptienne en mission en RDC. Cette délégation de l'armée égyptienne, conduite par le général de division Hamedi Mohamed Bedin, est en prospection en vue de visiter les sites susceptibles d'abriter les unités aquacoles et piscicoles en République démocratique du Congo. C'est le cas ici de la ferme militaire des Mabana, située à 107 km de la ville de Kinshasa, accompagnée des experts des forces armées de la République démocratique du Congo et du FPI. Les experts aquacoles égyptiens ont collecté les données de référence en vue de la réalisation d'une étude solide pour l'implantation des projets piscicoles sur ces sites de plus de 800 hectares. Représentant le directeur général intérimaire du FPI lors de cette descente sur le terrain, le sous-directeur aux études, François Mpouila Mukendi, parle du besoin d'un transfert de technologie entre l'Égypte et la RDC. Là, nous sommes venus avec le général Hamdi, qui est le patron de la société biologique et aquatique de l'armée égyptienne.
il est en train de faire les diagnostics pour voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui existe dans l'analyse des infrastructures par rapport aux exigences de cette industrie qui va être développée. Et là, nous venons, en général, nous sentons, il est satisfait par rapport aux conditions qui se présentent, mais il y a beaucoup de choses qui vont être faites suivant les arrangements institutionnels. Je dois aussi préciser que vous avez vu, nous sommes avec l'armée. Le chef de l'État a ordonné au Fonds de promotion de l'industrie de travailler avec le génie militaire des FARDC pour qu'ils puissent être mis à contribution, bénéficier de l'expertise de nos partenaires égyptiens et qu'ils puissent aussi se faire la main pour arriver à lancer cette production au niveau de notre pays. Ici, nous sommes encore à Kinshasa. Si tout va bien le jeudi, nous serons dans les Kasaï pour le même exercice. L'axe Kinshasa-Kwango n'a été que la première étape de cette série de descentes sur le terrain. La délégation mixte, composée des experts aquacoles de l'armée égyptienne, des FARDC et du FPI, va également se rendre dans le Congo central et dans les Kasaï orientales. Dans la même logique, procéder à l'étude des faisabilités pour une structuration des fermes piscicoles industrielles. Une délégation mixte du ministère de l'Intérieur et du Fonds de promotion de l'industrie séjourne à Goma, province du Nord Kivu, depuis le mardi 17 août dernier. Les émissaires de Julien Paluku et de Jean-Claude Kalenga sont au Nord Kivu pour étudier les voies et moyens de booster une industrie de production du ciment qui est en pleine construction à Rutshuru, afin qu'au-delà de la création de l'emploi, cette unité de production arrose le marché de l'Est et aux besoins de la RDC tout entière. En séjour à Goma, au Nord Kivu, la délégation mixte Fonds de promotion de l'industrie et ministère de l'industrie, conduite par le directeur général adjoint intérimaire du FPI, accompagné du conseiller chargé des finances au ministère de l'industrie, a visité les nouvelles installations de la cimenterie du Kivu, située à Roubaré, dans le territoire de Rutshuru, au nord de la ville de Goma. Cette industrie en construction sollicite du FPI un appui financier afin d'être opérationnelle. Cette visite de Christian Ombilingo, directeur général adjoint intérimaire du FPI, et Rachidi Kaongia, conseiller au ministère de l'Industrie, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures économiques prises par le gouvernement en juin dernier pour réduire la dépendance aux importations et protéger l'industrie locale, notamment pour les cimenteries. Sur place, les deux personnalités ont visité les installations industrielles où tous les matériaux pour le montage de l'usine sont déjà prêts. Les deux envoyés du ministre Julien Paluku Kaongia de l'Industrie et de Jean-Claude Kalenga Makunga, directeur général intérimaire du FPI, ont rassuré après les observations que cette cimenterie du Kivu, qui normalement aura une production journalière de 600 tonnes de ciment, soit 12 000 sacs par jour, bénéficiera également des mesures économiques et structurelles adaptées à court, moyen et long terme. À l'issue de cette visite, Rachidi Kaongia, conseiller au ministère de l'Industrie, a indiqué que cette visite vise également à rassurer les dirigeants de cette société de la détermination du gouvernement à protéger l'industrie locale menacée par les importations massives des produits similaires. Nous sommes à Rutshuru exactement, c'est à la suite de la validation par le Conseil des ministres de 11 mesures visant à réduire la facture des importations, à limiter les importations de produits massifs en République démocratique du Congo et à protéger au mieux l'industrie nationale. C'est dans ce cadre que le ministre Julien Paluku nous a dépêchés ici à Rutshuru avec le Fonds de promotion de l'industrie pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter le soutien du gouvernement à l'industrie du ciment. Nous n'avons pas débloqué, le gouvernement n'a pas encore débloqué. Je vous ai parlé de l'autofinancement. Donc le travail que nous venons de faire, c'est l'effort du promoteur. C'est par rapport à ce qu'il a déjà fait, qu'il a souhaité à ce que le Fonds de promotion de l'industrie l'appuie et le soutienne pour la finalisation de son projet. Donc, les niveaux d'exécution technique, je ne saurais pas vous les dire, mais je constate avec joie que des grands travaux de génie sont déjà là et le matériel
à 80%, 75-80% sont déjà sur les sites. Ici est de préciser que l'objectif poursuivi par le gouvernement derrière toutes ces mesures de protection de l'industrie locale est d'augmenter le revenu national, de réduire la pauvreté et d'améliorer l'approvisionnement en devises en assurant la stabilité du marché d'échange. Toujours en province, les eaux provenant du sommet des Mikeno ont plusieurs semaines causé plusieurs dégâts matériels dans les territoires de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Soucieux de sa population, le chef des Kisigari s'est rendu sur place pour évaluer les dégâts. Regardez. Il ne s'agit pas d'une rivière naturelle, c'est plutôt les eaux en vitesse issues de la neige en effondrement au sommet des Mikeno, qui, depuis une semaine, ravage tout ce qui a su son parcours. Une bonne partie du groupement de Kisigari, chefferie de Buisha, territoire de Rutshuru, n'est pas en reste. Ces eaux qui s'effrayent le chemin ont causé des dégâts matériels énormes. Les champs agricoles, les maisons d'habitation, le bétail, le marchandise de petits commerçants ont été emportés vers la nuit. Soucieux de sa population, les très jeunes chefs de groupement de Kisigari, escaladant les montagnes, s'est rendu sur place pour évaluer les dégâts. Nous sommes dans la localité de Kanombe, au pied du volcan éteint de Mikeno, que nous apercevons au moins une dizaine de kilomètres. Justin Komayombi reçoit le témoignage des chefs locaux et de sinistrés. Les dégâts sont énormes, comme l'explique le président de la FEC Kisigari, le chef de groupement Justin Komayombi, qui a présenté son rapport au chef de la chefferie de Buisha, attend l'accompagnement du gouvernement congolais pour venir en aide à sa population victime de cette catastrophe naturelle. Comme son excellence, monsieur le président l'a souligné à plusieurs reprises, c'est un gouvernement du peuple d'abord. Je sais que si ce message parvient aux bonnes oreilles, il pourra voir comment venir épauler ces habitants qui ont perdu leur maison, qui ont perdu les ustensiles de cuisine, leurs récoltes. Ça veut dire qu'on est vraiment dépourvu de tout. Tout ce qu'ils peuvent trouver seront les bienvenus, que ce soit des bâches, des cabanes, des habits usés, de la nourriture, de la semence. Tout sera les bienvenus puisqu'on est en train de vivre vraiment un calvaire durant cette saison pluvieuse. C'est dans cette vallée en localité de Gisiza, où les champs agricoles très fertiles, de pauvres paysans se sont transformés en lacs artificiels. Les eaux boueuses des torrents de Mikeno y ont fini leur course, avec toutes les conséquences socio-vitales qui pèsent sur la paisible population. Dans les soucis d'associer la jeunesse congolaise au développement durable, l'ONG Action pour le développement intégral et durable en RDC ADID en sigle a mis en place un programme de formation générale gratuité à Kinshasa. C'était la schéma. L'ONG Action pour les développements intégral et durable en République démocratique du Congo, ADID RDC en sigle, domicilée dans la commune de Kimbanteke, a mis en place une formation pour enfants dans ses locaux. L'objectif de ces programmes est d'associer la jeunesse congolaise au développement durable, comme le veut la devise de la structure au regard de ses objectifs de développement durable. Très touchée par les conditions de formation des enfants à travers toute l'étendue du pays, plus précisément dans les milieux ruraux, la présidente d'ADID RDC, Madame Julie Pembe, qui réside aux États-Unis d'Amérique à New York, s'est engagée personnellement pour cette formation où elle est l'une des formatrices. Formateur et vice-président de cette ONG, Monsieur René Nzé a expliqué les objectifs de cette formation et les modalités de participation. Nous voulons installer dans le mental des enfants la notion du développement. Et pas n'importe quel développement, mais le développement durable. Il faudra que les enfants puissent savoir que le mieux-être, c'est un droit, ce n'est pas une faveur. Alors si les enfants, déjà au niveau de la catégorie des enfants, ils comprennent la valeur et la nécessité, leurs droits sur le plan du mieux-être, ils vont vulgariser la connaissance, ils vont être en mesure de pouvoir réclamer leurs droits et pouvoir participer aussi à leur tour à cette construction du bien-être social. On ne vise pas simplement les enfants de ce quartier ou des enfants de la ville de Kinshasa simplement, non, ce suis l'ensemble du pays. C'est peut-être les moyens qui nous manquent, mais avec les moyens, on doit sensibiliser tous les enfants. Les enfants ne payent absolument rien, ils ne payent pas et puis ils ont au moins 3 jours de formation
opérations par semaine. Monsieur René a lancé un SOS aux autorités congolaises quant à ces. Deuxième objectif qui est le partenariat. Et le partenariat doit être fait au niveau national et international. Je demande particulièrement au gouvernement congolais que le gouvernement congolais sache qu'en 2030, il y aura évaluation des objectifs de développement durable. Parce qu'ils ont signé la convention aux États-Unis. Mais quand nous évaluons la réalité, maintenant nous sommes à la 7e année de la signature de cette convention. Je ne sais pas si nous sommes à 5% ou à 10% ou à 20% ou à 30% de la réalisation de ces objectifs-là. Ici est de signaler que l'ADID RDC vise l'amélioration quantitative du niveau de vie, principalement celle de la femme, de l'enfant et de la famille. En santé, les comités multisectoriels de la riposte à la pandémie de Covid-19 en RDC dressent un tableau de la situation épidémiologique du lundi 23 août, rendu public ce mardi 24 août. C'est 57 plutôt nouveaux cas confirmés dans 6 provinces, dont 26 au Nord Kivu, 13 à Kinshasa, 8 au Lualaba, 7 dans les Hauts-Uele. Le bulletin quotidien de la situation épidémiologique de la pandémie à Covid-19 rapporte que sur le 1891 échantillons testés, 24 nouvelles personnes sont sorties guéries, dont 9 dans le centre de traitement de Covid-19 à Kinshasa et 19 parmi les personnes suivies à domicile, dont 17 au Kwilu et 2 à Kinshasa. Il rapporte également que 2 nouveaux décès de cas confirmés, le DDC communautaire, dont 1 au Kwilu et 1 à Chouapa. Ici est de rappeler que, depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, les cumuls de cas est des 54 476 cas, dont 54 475 et un cas confirmé. Au total, il y a eu 1057 décès et 31 000 personnes guéries. Notez que le test de Covid-19 est gratuit pour tout le monde en République démocratique du Congo. Cependant, pour les voyageurs, il est payant et revient à $30 américains. Ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour. Léopard, de nouveaux visages attendus à Kinshasa pour les formalités administratives. C'est par ces papiers de foot rdc.com que commence la revue de presse de ce mardi 24 août 2021. En prélude à la prochaine trêve internationale, la FECOFA annonce l'arrivée à Kinshasa de 5 binationaux, certains pour entamer, d'autres pour finaliser des formalités administratives avant d'enfiler le maillot de la RDC en match officiel. Dans ces contingents, l'on retrouvera Yohan Newis, attaquant de Brentford qui a déjà joué avec la RDC en amical, tout comme Peli Panzou de Luton Town en Angleterre. Il y aura aussi Charles Piquel, milieu défensif des familles Tchao au Portugal, Lionel Mpassi, gardien de but de Rodez en France, Samuel Bastien, milieu relayeur du Standard de Liège en Belgique et Omenou Kemfoulou, Las Palmas en Espagne. Mais, fait remarquer le site, le technicien argentin ne pourra compter sur ces 5 nouveaux venus probablement qu'à partir de la 3e journée, le temps que la FIFA traite les dossiers et donne son aval. De son côté, DeskEco.com a communiqué sur le bilan de l'exercice 2020 de la Gécamine qui a connu une perte de 160 millions de dollars américains. Le site indique que le bilan de l'exercice 2020 de la Gécamine présente les chiffres clés suivants. Un chiffre d'affaires établi à 324,4 millions de dollars américains contre 246,3 millions de dollars américains en 2019. Un résultat net négatif, donc une perte de 160,9 millions de dollars américains contre 140,3 millions de dollars américains en 2019. Le chiffre d'affaires, explique ce média en ligne, est principalement constitué de 42,6% de revenus des ventes de produits miniers, de 51,8% des revenus des royalties et pas des portes, ainsi que 5,6% des travaux et services vendus,
comme frais de consultance, Minerval, recettes médicales et autres. Le Centre africain de leadership agricole démarre ses activités dans quelques mois en RDC. C'est sous ce titre que sur7.cd renseigne que le Centre africain de leadership agricole démarre ses activités dans quelques mois en RDC. Il sera implanté à Bukavu, dans le sud de Kivu, dans l'enceinte du Centre international tropical de l'agriculture de Kalombo, inauguré en 2019 par le président de la République. À en croire son DG, ce centre vise, entre autres, à réduire les importations en RDC, du moins pour les produits que ce centre peut produire. Il s'agit concrètement de réduire la dépendance alimentaire de la RDC vis-à-vis de l'extérieur. C'est par cette nouvelle de sur 7.cd, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que nous terminons cette revue de presse. Portez-vous bien chez vous. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Le président congolais, président d'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part ce mardi à la prestation de serment du nouveau président zambien, Hakainde Hichilema. La MOUCA présentera le vendredi 3 septembre prochain au CEPAS sa proposition de calendrier électoral pour les élections de 2023 et sera présentée à la communauté estudiantine au collège Boboto. Les agents de la radio-télévision nationale congolaise ont déclenché une grève ce mardi 24 août, notamment à Kinshasa et dans les Hauts-Katanga. Ce mouvement est lancé après l'expiration du préavis de grève émis par l'intersyndicale de ces médias publics qui courait depuis le 16 août. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.